Donc traçons maintenant le cycle à allumage par compression dans un diagramme indiqué, c'est-à-dire diagramme pression-volume. Attention, pas le volume spécifique, mais le volume total en mètres cubes, extensité. Donc, similairement au diagramme indiqué du moteur à allumage commandé, la phase d'admission va ressembler. Lorsqu'on commence l'admission et qu'on ouvre les soupapes d'admission, notre piston est au point mort haut. On est donc avec le volume minimum, c'est-à-dire le volume mort à l'intérieur de notre cylindre. On a un équilibre qui se fait entre l'intérieur du cylindre et la ligne d'admission à la pression atmosphérique. Quand le piston redescend, ça crée une dépression à l'intérieur du cylindre, qui va créer une aspiration d'air provenant de la ligne d'admission. Et étant donné que le piston ralentit lorsqu'il arrive au point mort bas, on va de nouveau avoir un équilibre des pressions qui va avoir lieu lorsqu'on sera au point mort bas, c'est-à-dire au volume maximum à l'intérieur de notre piston. Donc ça, c'est le premier temps, le temps d'admission. Le deuxième temps est aussi très similaire. On va avoir une compression volumétrique, la pression et la température vont augmenter, sauf que cette fois-ci, le rapport volumétrique de compression, c'est-à-dire le ratio entre ce volume maximal et le volume mort, va être plus important que dans le cadre du moteur à allumage commandé. On va donc avoir une augmentation plus importante de la pression et de la température, et donc sur ce diagramme de la pression. Lorsque on a fini le deuxième temps correspondant au temps de compression, on va avoir injection de notre carburant et donc l'injection avec l'atomisation du jet de carburant liquide, l'évaporation des gouttelettes et la flamme de diffusion qui va se propager. Pendant ce temps de combustion, on va aussi démarrer la détente. La détente, c'est-à-dire que le volume va commencer à augmenter depuis le volume mort vers le volume max, étant donné que le piston sera déjà en train de redescendre du point mort haut vers le point mort bas. Donc pendant cette étape 3A, du début, qui correspond à la combustion, je vais avoir une augmentation modérée ici de la pression, ça va ressembler un petit peu à une patatoïde, pendant cette phase de combustion. Et donc pendant la deuxième partie de la détente, c'est-à-dire une fois que la combustion sera terminée, je vais cette fois-ci avoir une diminution de la pression due à l'augmentation du volume qui a lieu pendant cette détente volumétrique. Donc la partie 3B va être assez similaire à ce qu'on a pendant la compression. Mais cette fois-ci en ayant toutes des pressions plus importantes, étant donné que la pression a été augmentée par la combustion. La fin ressemble exactement au moteur à allumage commandé, c'est-à-dire que peu avant d'arriver au point mort bas, on va avoir ouverture des soupapes d'échappement, diminution assez brutale de la pression, et donc une légère surpression pendant le quatrième temps qui correspond au temps d'échappement jusqu'à ce qu'on recommence un nouveau cycle. Donc il y a surtout des différences au niveau de la zone où a lieu la combustion entre les deux cycles lorsqu'on les trace dans un diagramme indiqué. On peut remarquer que le tracé de ces diagrammes, donc là qui représente à peu près les diagrammes réels qu'on va retrouver dans des moteurs, sont relativement compliqués à décrire de manière formalisée, étant donné qu'il y a pas mal de choses comme les pertes de charge au niveau du passage des soupapes qui vont rentrer en jeu. On a le fait que les compressions et les détentes sont refroidies avec les bords des parois à prendre en compte si on veut le décrire correctement, et le fait d'avoir la combustion et qu'en plus cette combustion soit mélangée avec une détente volumétrique est relativement compliqué à prendre en compte. Comme on le verra plus tard, on va se rendre compte que les cycles théoriques ont tendance à être relativement éloignés
du cycle réel pour ce type de moteur comparé aux autres types de machines qu'on a étudiées précédemment, que sont comme les turbines à vapeur par exemple ou les turbines à gaz, où là on s'approchait quand même de manière assez fidèle au fonctionnement réel des machines grâce au cycle thermodynamique théorique qu'on a utilisé.